Amis des onduleurs en panne, bonjour. Oui, mon onduleur est tombé en panne et donc mon serveur aussi, il est alimenté par ça. Alors décidément, c'est un petit peu, j'ai l'impression, la saison des pannes chez les youtubeurs. Stéphane Marty, là, sur son excellente chaîne de Saxilicium, nous montrait qu'il avait eu des problèmes avec son robot aspirateur, hein, alors qu'il, lui, était un truc, je dirais, encore moderne, vu qu'il avait 2 ans, hein, et il trouvait à juste titre que bon, un truc de ce prix-là, de cette qualité... tomber ou panne en bout de 2 ans, c'était pas top. Bon, moi, mon onduleur, il a largement plus de 6 ou 8 ans, je sais pas, enfin, c'est quelque chose qui a déjà beaucoup plus d'âge. J'avais déjà changé la batterie une fois, mais là, bah voilà, il est tombé en panne, et alors là, c'est sûr qu'il est plus sous garantie, mais enfin, bon, voilà, encore une fois, c'est une durée de vie, on va dire, pour un truc qui est en route en permanence, relativement plus acceptable. Enfin bon, c'est pas une raison pour le foutre à la poubelle sans rien, parce que si ça se trouve, je veux dire, la panne, c'est pas grand chose à réparer. Puis avec un laboratoire d'électronique comme ça, ça serait quand même malheureux de pas au moins essayer. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cet onduleur-là ne fonctionne plus, il donne plus rien. J'avais changé la batterie, je vois, en juin 2016, donc c'est quand même relativement, on va dire, ancien. 16, 17, 18, 19, ça fait donc 3 ans. Alors, peut-être que simplement la batterie est rendue au bout, je ne sais pas. Alors, on va l'ouvrir et puis on va regarder ce qui se passe. Alors, c'est parti, mes kiki. Donc, pour démonter ce machin-là, il faut enlever les bords. C'est moitié clipsé, c'est pas très compliqué à enlever. Pour info, hein, sur ces modèles-là, il y a un disjoncteur derrière. Alors, des fois, ça pourrait être ça, un disjoncteur thermique. Mais là, on voit qu'il n'a pas sauté, donc c'est pas le problème. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est un truc qui est pas tout neuf, hein, mais enfin bon. Donc, pour info, hein, le modèle que c'est, on peut le voir ici. Donc, c'est un Ellipse 500 de MGE. Faut savoir que le but de ces trucs-là, c'est pas de durer très longtemps, mais c'est, voilà, en cas de coupure, je veux dire, relativement limitée, ou de micro-coupure, qu'on appelle ça, quand même, d'éviter de tout couper. Alors, on va enlever les vis. Comme je peux le voir, c'est du Torx. D'après ma femme, il y a eu de l'orage hier soir, mais bon, j'ai du mal à croire que ce soit la cause, parce qu'il n'y a rien qu'à sauter, il n'y a même pas eu de coupure de courant. Alors, comme on peut le voir, il y a la batterie. Alors déjà, il faut savoir qu'on pouvait ranger la batterie sans l'ouvrir. Bon, enfin bon, je préfère quand même. Alors, on va déjà faire une inspection, on va dire, visuelle. Hein, je rappelle que l'un des meilleurs outils qu'on peut avoir, c'est ses yeux. Pour regarder si déjà, visuellement, on constate des dégâts ou quelque chose. Bon. Je vais enlever la batterie, la tester pour voir. Bon, alors, premières investigations. La première chose que j'ai faite est d'avoir mesuré la tension de la batterie. Donc pour faire ça, j'ai pris un multimètre, hein, simplement. Voilà, et j'ai mis dessus, j'ai branché donc la batterie dessus. Et là, qu'est-ce qu'on peut lire quand on voit ça? Je vous montre le multimètre. On lit 5 volts 7. Donc ça, c'est pas bon du tout, vu que c'est une batterie de 12 volts. La raison pour laquelle cette batterie fait 5 volts 7, en gros, il y en a deux possibles. Soit elle est morte, soit elle charge plus, et comme elle est plus chargée, et elle fonctionne plus. Alors, un premier indice qu'on peut essayer de faire, qui est pas mal, hein, je vous le montre aussi avec mon alim, c'est qu'une batterie souvent qui charge plus, c'est qu'elle prend plus la charge. Donc là, si je branche, par exemple, avec 12 volts dessus, et mon alimentation, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, je sais pas si on voit bien là, mais voilà, l'ampèremètre, là, il prend du jus à bord. Donc à mon avis, la batterie, elle est bonne, parce que sinon, elle prendrait pas du courant comme ça. Donc je pense pas que ça vienne de ça. Mais on va quand même essayer de le confirmer. Alors la deuxième chose aussi qu'on peut faire, ça va être justement de remplacer la batterie par une alimentation, et de regarder si, quand on fait ça, l'onduleur fonctionne. Alors pour ça, là, il n'est pas branché sur le secteur. Et on va voir si la partie, on va dire, onduleur fonctionne. En mettant du 12 volts à la place de la batterie, on va voir si il démarre. Donc, du 12 volts, il faut bien sûr bien respecter la polarité. Voilà. Et je mets en route. Ah, là, on voit qu'il démarre, il s'allume. Et que, manifestement, il fait du... Enfin, est-ce qu'il y a du 200 en sortie? J'ai pas encore vérifié, mais... Voilà, le fait qu'il bip comme ça, là, ça prouve qu'il est en mode,
Je veux dire, comme s'il y avait une panne de courant. Donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que la partie, on va dire, à mon avis, onduleur, haute tension, quelque part, ça fonctionne. Alors, pour regarder la piste maintenant de la charge, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher. Hein. Donc là, on voit que quand on le branche sur le secteur, sans batterie, il ne marche pas. Alors par contre, ça, c'est peut-être pas anormal dans la mesure où... Enfin, il y a plusieurs sortes d'onduleurs. Hein. Il y en a qui sont complètement offline. C'est-à-dire que en gros, ils chargent la batterie, mais ils repartent aussi de la partie, je veux dire, charge. En gros, ils refont toujours de la haute tension à partir de la basse tension. Et donc, quand il n'y a pas de batterie, ou si l'alimentation, parce qu'en fait, c'est sans doute la même partie qui charge la batterie qui fait l'alimentation, ne marche pas, c'est normal qu'il ne fonctionne pas. Enfin voilà, après, il y a différents systèmes. Alors, on va déjà regarder si ça charge. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais y mettre un ampèremètre en série. Donc là, je vais brancher par exemple la borne plus. Voilà. Et je vais mettre mon contrôleur en mode ampèremètre en série avec la batterie. Et normalement, si je le mets en route et que ça charge, eh ben, je devrais avoir passé le courant de charge. Alors, allons-y gaiement. Donc là, j'ai mis ça en série. Donc là, il suffit de se mettre sur le moins. Voilà. Et de mettre le bignou en route. C'est parti mon kiki. Et là, comme on peut le voir, il n'y a absolument aucun courant de charge. Donc, résultat des courses, il y a des grandes chances que ce qui merde dans cet onduleur, c'est pas la batterie, c'est le circuit de charge. En fait, je veux dire, le circuit qui, quelque part, fait la basse tension, c'est-à-dire le 12 volts, qui sert et à charger la batterie, et après au convertisseur à refaire le 220. Alors, on va essayer d'investiguer pourquoi. J'ai examiné de très près le circuit et en testant des résistances fusibles, j'ai vu qu'il y en a une qui manifestement était coupée. Alors je sais pas si on voit bien, mais c'est vrai qu'on la regarde de près, elle est fendue et elle est coupée. C'est une 22 ohms. Donc je l'ai remplacée. Et alors encore une fois, il faut faire attention avec ça, c'est que cette résistance cramée, soit c'est la cause, soit c'est l'effet. C'est-à-dire qu'il est aussi probable qu'il y a peut-être un problème et que le fait de l'avoir changé va recramer aussi sec. Mais enfin bon, dans la mesure où j'ai rien vu d'autre de cramé et qu'à vrai dire j'ai très peu d'infos sur cet appareil, je vais tenter le coup. Donc je l'ai changé par une autre résistance fusible. J'ai remis une batterie parce que j'ai en même temps trouvé la dock. Et sur la dock, ils disent bien que s'il n'y a pas de batterie, le truc il démarre pas. Et on va essayer de le rebrancher et rester le doigt sur l'interrupteur, voir si ça fume ou pas. C'est parti. Là, je l'ai mis en route, il se passe rien. Et on va le mettre en route. Allons-y gaiement. Et il ne se passe strictement rien. Ça veut dire que cette résistance, c'est sans doute une cause, mais c'est sans doute pas la seule. Je vais continuer à investiguer. À ce moment-là, il est déjà très tard, donc je ferai ça plus tard. Il va falloir aller un petit peu plus loin. Encore une fois, hein, le problème quand on tombe sur un truc comme ça, dont on n'a aucune information, c'est vrai qu'au début, comme je l'ai toujours dit, il faut toujours faire déjà une inspection visuelle, ce qui permet de trouver des trucs, hein, tester éventuellement quelques composants. Là, par exemple, j'ai en effet trouvé cette résistance-là. Mais il arrive un moment où alors, la méthode bourrin qui dit je teste tous les composants, je veux dire, là, il y en a un paquet de composants. Donc de temps en temps, il faut quand même, je veux dire, prendre un petit peu plus le temps d'examiner. Alors déjà, maintenant, on a quand même un truc qui est sympa, c'est quand même Internet. Donc même si les chances de trouver sont faibles, j'ai fait des recherches sur cet appareil, je n'ai absolument pas trouvé le service manuel, je n'ai absolument pas trouvé le schéma, j'ai pas trouvé grand chose à vrai dire, mais j'ai trouvé un truc quand même qui est intéressant, c'est qu'il semblerait que quand la batterie est morte, il démarre pas. Donc c'est quand même éventuellement un indice qui dit que, est-ce que par hasard, là, le fait que ma batterie soit tellement déchargée, il démarre pas. Bon, donc je l'ai remis un petit peu en charge, mais c'est quand même pas normal, puisque
ils disent qu'il n'y a pas de batterie, mais c'est peut-être qu'ils ne détectent pas de courant de charge. Alors, j'ai commencé à regarder un petit peu plus en détail. Et en gros, cet appareil, quand même, même si, je veux dire, encore une fois, j'ai pas toutes les infos, on peut quand même voir différentes parties. Et en même temps, comme je l'ai déjà montré, la partie génération de la haute tension fonctionne. Or, comment ça marche ça? Si on regarde bien, la batterie arrive ici, via ici ces deux fusibles en parallèle. Et on voit ici ces deux énormes transistors avec ces condensateurs et ça. Alors ça, typiquement, ça fait partie de la partie justement qui génère, je vais dire, le 220. Pourquoi? Parce que ces trucs-là, généralement, ça marche comment? C'est qu'à partir d'une basse tension, ici la tension de la batterie, eh ben, il y a un système Asher avec un transformateur qui est probablement celui-ci, élévateur, qui fait une tension continue assez élevée, qui est égale à la tension crête du secteur, et après, via une modulation, eh ben, on reconstitue le sinus. Alors si on regarde, ça correspond assez bien. Il y a ces deux transistors-là, quand on suit les pistes là, qui pilotent ce machin-là, derrière, c'est redressé ici par ces diodes, et on retrouve tout le système ici de hachage et de filtrage ici en sortie, sachant que la sortie du 220 est là. Et là, on voit un certain nombre de feedbacks faits avec des photocoupleurs. Donc on va dire toute cette partie-là, a priori, concerne la génération, on va dire, du 201, et apparemment ça fonctionne, donc pas trop chercher là. Ici, il y a toute la logique qui pilote le bignou, mais apparemment ça fonctionne aussi. La preuve, c'est que quand je mets en route, ça marche. Ça veut dire que la partie charge, elle est plutôt dans cette partie-là. Et il semblerait que ce petit transfo là soit justement la partie de l'alimentation et découpage qui servent à la charge de la batterie. Et donc, j'ai essayé de suivre un petit peu les pistes. Et a priori, voilà, on retrouve ici ces diodes qui forment le pont et qui passaient via la résistance que j'ai changée, là, de 22 ohms. Et je me suis dit, bon, qu'une résistance fusible crame, c'est rare. Généralement, elle est dimensionnée. Donc, même si ça arrive, c'est quand même rare qu'elle crame pour rien. Or, qu'est-ce qui se passe quand on met une résistance de 22 ohms en série avec un pont? Quand même, généralement, derrière, il va y avoir le condensateur de filtrage et de la partie continue avec le hacheur. Et là, j'ai cherché un peu. Le seul condensateur qui pouvait éventuellement jouer ce rôle, c'était celui-ci. Donc, je l'ai dessoudé. Et là, j'ai vu deux choses. Déjà, en le dessoudant, carrément, sans tirer fort dessus, il y a une patte qui est restée. Alors c'est con, je peux pas le tester. Enfin, on voit là quand même qu'il a souffert. Et on voit sur le circuit imprimé, ici très bien, des traces de carbone. Enfin voilà, donc manifestement, de toute façon, c'est plutôt ce condensateur-là qui a eu un problème. Et ayant un problème, eh ben, il a tiré trop de courant. Et ce qui a pété ici la résistance. Donc, je ne dis pas encore que, je veux dire, il n'y a pas d'autre panne que ça. Mais c'est quand même une sacrée bonne indication, sachant que sur un truc de cet âge-là, parce que comme on voit, c'est un machin, j'avais déjà changé la batterie, là on a vu en 2017, mais ce truc-là, je l'avais déjà eu quelques années avant, donc il a bientôt 10 ans. Voilà, même un condensateur de qualité, et encore celui-là, c'est un combien de degrés? Et encore, voilà, c'est un 85 degrés, c'est pas top banane, quoi. Donc, c'est tout à fait normal qu'il commence à avoir des problèmes. Donc, voilà, où j'en suis. Je vais donc nettoyer là le carbone. Il faut y faire attention parce que souvent ça peut faire arquer. Voilà, en plus l'électrolyte a des fois coulé. Donc, je vais bien nettoyer cette partie-là. Et alors, j'ai cherché dans mon stock de condensateurs. J'en ai trouvé un. Qui a l'air pas trop mal. Donc je vais le tester ici avec mon petit pic, un appareil très pratique pour mesurer le SR des condensateurs. Et on va voir un petit peu ce que ça dit. Donc là il me dit 1,94 ohms. Bon bah pour un 10 micro 400 volts, c'est une valeur tout à fait bonne. Alors là c'est en plus, on voit que c'est un 105 degrés, donc il est meilleur que celui d'origine. Voilà. Donc je vais souder celui-là. Pour info, je l'ai aussi testé quand même, comme je l'ai dit, le SR c'est bien mais c'est pas forcément suffisant. Donc je l'ai chargé avec une allime haute tension, il tient bien la charge, il fuit pas, enfin voilà, a priori c'est un candidat idéal. Alors allons-y. Eh ben j'ai une surprise là, en nettoyant l'endroit cramé, je tombe là-dessus et c'est quelque chose qui m'interpelle.
Comme on peut le voir, là, c'est carrément, je veux dire, enfin, c'est creusé dans l'époxy, et on voit là cette traînée. Ce que j'ai du mal à voir, c'est est-ce que à l'origine il y avait une piste entre les deux et qu'elle a cramé, et dans ce cas-là, il faudra que je refasse cette liaison, ou pas du tout. Et c'est l'électrolyte du condensateur qui, en coulant, a fait cette liaison, qui a fini par charbonner et arquer, et je veux dire, à faire sauter le bignou. Bah ça, j'en sais rien. Vu le dessin, j'ai quand même du mal à croire qu'il y avait une piste comme ça. En même temps, ça ressemble à un plan de masse, et un plan de masse qui arrive sur le plus, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Donc, on va dire que je pense que non, faut voir que la piste de l'autre côté, elle est reliée à quelque chose. Je vais déjà le ressouder comme ça. Par contre, je vais bien tester là que, comme je le disais, il reste pas assez de carbone là-dedans pour faire un truc. Donc, je vais carrément gratter et remettre du vernis avant ici de remettre le condensateur. Alors, bon, et ben comme disait mon père, c'est là que les Athéniens s'éteignirent. Donc, ben, j'ai remis la batterie, j'ai remis un ampèremètre voir si ça charge et on va le brancher. Attention. Ah, ça c'est excellent. Déjà, il fait un bip, ce qui prouve que il fonctionne. D'ailleurs, on voit le voyant est allumé. Et surtout, comme on peut le voir, il charge à 500 milli, ce qui doit être à peu près son courant de charge nominal. Donc, ben, ça c'est une excellente nouvelle. Ça prouve qu'a priori c'est réparé. On va voir si on le met en route, si il tient la charge. Vas-y. Et a priori, oui, tout à fait, quand on le met en route, voilà, toc, on voit qu'il se met en route. Ça change le courant de charge, mais enfin bon, ça à la limite, c'est pas gênant. Et ça fonctionne. Et il n'allume aucun défaut. Bien, et ben encore une victoire de Canard, a priori, donc j'ai pu réparer cet onduleur. Donc là, je ne le remonte pas complètement encore, parce que je vais le laisser en charge un petit moment quand même, voir si tout se passe bien, il n'y a rien qui fume ni rien, mais enfin bon, a priori, ça a l'air de bien le faire. Alors, résultat des courses, donc on peut même essayer de refaire un petit peu le scénario de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est que ce condensateur-là, il a dû commencer à avoir un problème et à fuir, c'est-à-dire à perdre son électrolyte. Je note un truc, hein, vous pouvez le voir vous-même, il n'est absolument pas gonflé. Hein, encore une fois, hein, quand je vois des commentaires du style « Oh bah j'ai vérifié, tous les condensateurs sont bons, ils sont pas gonflés », non, 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 non. Il y a des tas de condensateurs qui peuvent être morts, sans même être gonflés, et sans même avoir perdu leur électrolyte. On voit rien du tout. Donc on va dire que c'est pas objectif, quoi. Un condensateur gonflé, on peut dire qu'il est mort, mais un condensateur avec un look tout à fait normal, le seul moyen de voir qu'il est bon, bah, c'est de le tester. Et comme j'ai même déjà montré, des fois, même le fait qu'il ait une bonne capacité et un bon ESR, des fois ça suffit pas. Hein. À la limite, il faut aussi le mettre sous tension, et des fois il merde comme ça. Et donc, si je reviens à mon histoire, il a dû commencer à perdre son électrolyte, ce qui fait que bah, il a déjà marché pas forcément, et en même temps on a vu sur le circuit imprimé que ça a dû faire je veux dire un passage de courant qui a charbonné en même temps entre le plus et le plan de masse en fait qui est la masse. Donc tout ça, ça a dû tirer tellement de courant sur la résistance fusible, et ben qu'elle a joué son rôle de fusible, et elle a cramé. Et bah, derrière, bien sûr, le système ne chargeait plus, donc il a continué, je pense, à marcher en mode, je veux dire, comme s'il y avait une coupure de courant. Et puis dès que la batterie est morte, et ben, ça, il s'est arrêté, ça a arrêté mon serveur, et ça a expliqué pourquoi ça fonctionnait plus. Heureusement, j'avais en stock et la résistance fusible et ça. Alors, j'insiste sur le fait que quand c'est une résistance fusible, il faut mettre une résistance fusible. Il ne faut pas remplacer ça par la première 22 ohms qui tient la route, parce que on voit c'est une sécurité. Hein. Ces résistances fusibles, on les appelle aussi flame proof, parce que justement, elle crame sans foutre le feu ni rien. Si vous mettez une résistance normale, elle va surchauffer, éventuellement elle va se mettre à cramer. À la limite, vous retrouvez votre labo dans un tas de cendres. Donc, c'est important hein, de faire ça. Et là, bah, le condensateur, bah, lui, de toute façon, il est au paradis des condensateurs, s'il y en a un. Et bah, comme j'en ai mis un en même temps, c'est un 105 degrés, hein, généralement ils sont meilleurs. Ça devrait repartir pour un petit moment. Donc ça y est, ce bignou est réparé, bah, je suis très content. Encore une fois, on peut voir que sur un truc comme ça, qui est relativement complexe, hein, il y a un microcontrôleur, il y a des tas de trucs, la panne c'est que dalle. Hein, c'est une résistance et un condensateur à 3 balles.
Et très souvent, les pannes, c'est ça. C'est pas les trucs les plus complexes. Hein. C'est souvent des petits trucs comme ça. Et alors, c'est sûr que faut prendre le temps de l'ouvrir, de rechercher la panne, de tout faire. C'est sûr que quelque part, c'est toujours le problème. Hein. Ça serait plus rentable, ce machin-là, de foutre à la jaille, puis d'aller dépenser 100 euros pour en acheter un autre. Mais encore une fois, voilà, on regarde jamais là-dedans le coût écologique et tout ça. Hein. C'est toujours le problème. En même temps, on trouverait le service manuel, ou au moins le schéma de cet appareil sur le net. J'aurais gagné un temps fou, et ça aiderait énormément, parce que là, comme on le voit, faire du rétro-engineering sur un truc qui est serré, en double face, voilà, c'est pas facile. Avec le schéma, on trouverait vachement plus facilement. Personnellement, ils sont en train de faire des tas de lois là, pour que les machins soient réparables, l'indice de réparabilité et tout, mais qu'ils imposent aux fabricants au moins au bout de 3 ans de mettre les schémas en ligne, quoi, et qu'ils viennent pas me dire que oh là là, c'est des secrets de fabrication, des machins, des secrets de fabrication sur une découpage, ça me fait rigoler. Alors, surtout que maintenant, tu regardes des trucs, c'est dans le soft, les secrets de fabrication, donc c'est vraiment pas top. Bon, enfin voilà, je vais pas refaire le monde, vraiment je trouve ça dommage. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce que tu veux? Tu penses déjà à Noël, hein, c'est vachement loin Noël, et qu'est-ce que tu veux pour Noël? Tu veux un chat? Bah pourquoi tu veux un chat? D'habitude on prend une dinde. Enfin, on va faire un chat, pour une fois, c'est pas ça qui manque ici. Si ma femme voit cette vidéo, je suis un homme mort. Là-dessus que le grand inverteur veille sur vos serveurs, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.